Avant de poser nos valises au Louparadou, nous faisions un détour par l'archipel des Ambiers, le berceau du film sous-marin. Face à la lagune, Alain Bombard, le commandant Cousteau et bien d'autres ont éveillé les consciences sur la vie sous-marine. Nardo Vicente, biologiste marin, s'est engagé depuis le début de ses recherches dans la lutte contre la pollution et la préservation de l'écosystème méditerranéen. Nous allons derrière l'île des Ambiers sur un petit îlot qui s'appelle la Covelle et autour de l'îlot, nous espérons observer des nacres. La grande nacre est protégée depuis 1992. Les populations aujourd'hui se confortent surtout dans les aires marines protégées. Porquerolles, Scandola en Corse et autour des Ambiers, car nous avons des fonds qui se prêtent bien à son développement. Et comme nous sommes devenus zone Natura 2000 depuis 2005, eh bien là également, les populations sont beaucoup plus importantes. Avec ce compas, on mesure la plus grande largeur qui correspond à la partie postérieure, car la nacre est plantée par la région antérieure, par la pointe. Également, la largeur au sédiment et bien sûr la hauteur au sédiment, tout simplement avec un mètre de couturière. Ces trois mesures nous permettent d'établir un modèle de croissance, de suivre cette croissance au cours du temps. Ok. Et vous dépassez pas les 10 mètres. Non. Allez, c'est go, c'est parti. Vas-y, allez. Par là-bas, hein, Nardo? Je l'ai débuté à mon arrivée ici sur l'île des Ambiers en rencontrant deux personnages hors du commun qui se battaient pour la préservation de la Méditerranée. Paul Ricard, qui était donc le propriétaire de l'île, et puis Alain Bombard. Alain Bombard, le naufragé volontaire, et tous deux étaient partis en guerre déjà contre le déversement des boues rouges à Cassis. Et tout est parti de là finalement. Très souvent, nous étions contactés par le ministère de l'Environnement de l'époque, le premier ministère dit de l'impossible de Robert Pouchade. Car c'est le ministre Robert Pouchade qui, le premier, s'en était pris à Péchiné lors des déversements des boues rouges. Que s'est-il passé? Il y a quelques mois après, il sautait. Pendant 50 ans, on a laissé déverser ces boues rouges dans la fosse de la Cassidaigne, à Cassis, entre 300 et 1000 mètres de profondeur. Ce sont des millions de tonnes qui se sont déversées. Alors que la Méditerranée, c'est la mer modèle
qui permet de comprendre le fonctionnement de l'océan mondial. Elle est pauvre en biomasse parce qu'elle ne reçoit pas suffisamment de sels nutritifs de la part des quelques fleuves qui se jettent dans la Méditerranée, mais elle est riche en biodiversité. La Méditerranée renferme de 8 à 9% de la biodiversité de l'océan mondial. C'est énorme. Sur ces images, l'anse de Courtiou, située dans le massif des Calanques, c'est le grand collecteur d'égouts de la ville de Marseille. C'est là que les eaux usées des particuliers et certains déchets industriels se déversent quotidiennement. Marseille est en effet une des rares villes côtières de France à ne pas avoir de station d'épuration. De ce fait, presque tous les égouts vont directement à la mer sans traitement. À Courtiou, les eaux s'évacuent à raison de 6 mètres cubes seconde. En 1945, le fond de la mer était pollué jusqu'à 5 km au large de Marseille. En 1975, il était pollué jusqu'à 47 km. Ces chiffres éloquents sont donnés par le docteur Alain Bombard. Les plages du Prado, à l'époque, c'était la plage du Crado. Disons les choses telles qu'elles sont. J'étais choqué. Je trouvais aberrant que l'on puisse souiller ce milieu de vie que je découvrais en Méditerranée. Il n'existait que quelques petites stations d'épuration obsolètes. En 1970, avec le docteur Alain Bombard, nous avions recensé de Nice à Perpignan 440 émissaires reconnus. Je ne parle pas des clandestins. 440 émissaires, 440 tuyaux qui rejetaient leurs eaux brutes, le plus souvent au beau milieu de l'herbier de Posidonie, entraînant sa régression, entraînant sa disparition, et avec lui, toute la vie qui s'y développe. C'est le poumon de la Méditerranée. Il faut savoir que dans des conditions naturelles, en dehors de toute pollution, pour fabriquer 1 mètre carré d'herbier, il faut 100 ans. Les rejets, les ancres des bateaux, le chalutage a fait disparaître des milliers d'hectares de vie et à l'échelle humaine, eh bien, c'est irréversible. Il faudrait que l'on protège 10 à 15% du littoral méditerranéen si l'on veut que cette mer continue à vivre. Le ministre de l'Environnement de la fin des années 70, survolant la Méditerranée à bord d'un hélicoptère de l'aéronaval, disait « La Méditerranée est bleue, elle est transparente, elle n'est pas polluée. Les scientifiques nous racontent des balivernes. » Et je lui avais répondu « Monsieur le ministre, vous voulez parler de la surface sans doute ? Qu'à cela ne tienne, nous allons vous montrer ce qu'il se passe au fond. » Nous avons pris des risques épouvantables. Nous sommes allés filmer à la sortie de l'égout de Toulon. Et là, nous sommes tombés dans un véritable cloaque. C'était l'enfer de Dante. Il n'y avait plus rien, sinon des rejets de couleurs variées. Il y avait même l'odeur dans le masque, je dois vous le préciser. Et en tout et pour tout, un peuplement monospécifique sur des hectares, constitué par une ophure, une étoile noire, ses voisins des étoiles, une ophure noire, qui se régalait de la matière organique tombant de la surface. Et ce film a obtenu la Palme d'Or du film scientifique à Rio de Janeiro. Nul étant prophète dans son pays. Et quelques minutes de ce film ont été projetés au journal de la 2, plusieurs mois après, et le même ministre de l'Environnement était l'invité du jour. Le journaliste lui a demandé ce qu'il en pensait. Monsieur le ministre a eu une réponse de fin politique. J'ordonne que l'on débloque immédiatement 900 millions de centimes de l'époque pour l'épuration de la Méditerranée. Bon, c'était le coût d'une petite station d'épuration. Et à partir de là, le plan d'assainissement Provence-Alpes-Côte d'Azur a été voté. L'Institut océanographique a toujours cherché des applications concrètes à la recherche scientifique, comme le biomimétisme
Transfert de compétences entre biologie et technologie. Robert Brunet est un jeune biologiste. Il travaille sur les molécules naturelles pour atténuer l'impact toxique des biocides contenus dans les peintures anti-salissure des bateaux. Les biocides tuent sans discernement les organismes vivants. Les ports français accueillent une centaine de milliers de navires. L'enjeu écologique est de taille. On n'a jamais mis en fait des substances aussi toxiques dans l'environnement que les substances qui sont incluses dans ces peintures anti-fouling, anti-salissure. Les scientifiques et même les plongeurs se sont aperçus que dans l'environnement marin, on avait des organismes qui étaient dépourvus de colonisateurs. C'est soit des structures particulières, donc une surface, une texturation de surface particulière, soit des molécules que l'organisme va sécréter pour empêcher les organismes vivants de venir se fixer. Nous avons extrait des molécules naturelles d'une macroalgue que l'on appelle Tahonia atomaria, que l'on retrouve en Méditerranée et qui est dépourvue d'organismes colonisateurs. Et ces molécules-là, nous les testons sur des crustacés. Les balanes vont relarguer des petites larves et donner ces organismes qui sont très durs et qui sont fixés sur les coques des navires, très difficiles à enlever. Vous avez 25 000 organismes marins qui peuvent se fixer sur les coques des navires. Et donc il faudrait faire un mix de ces molécules naturelles pour créer une peinture assez efficace pour éloigner les organismes qui pourraient se fixer sur les coques. On n'a pas de peinture pour l'instant qui soit efficace mais non nuisible pour l'environnement.